Ceci est une simulation militaire. Et ce que cet exercice raconte, c'est le retour de la guerre dans un pays qui avait renoncé à jamais. Ces Japonais, membres des forces d'autodéfense, participent à un débarquement. Étonnant pour une armée supposée défensive. Leur mission, reprendre un îlot envahi par un pays ennemi. C'est à la Chine que tout le monde pense, même si officiellement Pékin ne sera pas désigné. Sakura, こちらマルヒト、各社前進開始せよ、前進開始せよ、終わり。 Créés il y a 6 ans sur le modèle des Marines américains, ces commandos d'élite doivent pouvoir intervenir aussi bien en mer que sur terre. Ils sont la preuve incontestable de la remilitarisation du Japon. Sakura, こちらマルヒト、ロンチャー2戦闘準備、射撃準備完了、事後戦闘準備移行する、終わり。 はい。現在300キロの位置、敵航空機、我の方向に接近中です。了解、敵航空機接近了解。作戦地域赤警報発令。作戦地域赤警報移行。赤警報、赤警報。時28、ロンチャー MFR 戦闘姿勢移行せよ。赤警報、時27、ロンチャー MFR 戦闘姿勢移行せよ。Dans sa constitution pacifiste, écrite en 1946 par les Américains et inchangée depuis, le Japon a renoncé pour toujours au droit de posséder une armée. Officiellement, ces hommes ne sont donc pas des militaires. Créées en 1954, les forces d'autodéfense japonaises ont longtemps été cantonnées à des missions humanitaires. Mais aujourd'hui, elles ont tout d'une vraie armée. 230 000 soldats répartis dans tout l'archipel. Mes hommes sont capables de faire face à toutes les conditions climatiques, à toutes les situations. Pluie, neige, chaleur, hiver, ou dans n'importe quelle autre condition difficile, nous pourrons déployer notre lance-missile dans des endroits invisibles pour l'ennemi. Et quand les avions ennemis arriveront, eh bien je suis sûr à 100% que nous les détruirons. Cette confiance, c'est un message que veut faire passer Tokyo. Et notre présence lors de cet entraînement d'élite est aussi une opération de communication. Montrer au monde que le Japon joue désormais dans la cour des grands. Fin 2022, Tokyo a annoncé le plus grand programme d'armement depuis la Seconde Guerre mondiale. 300 milliards d'euros en 5 ans. Le Japon va disposer bientôt du 3e budget militaire au monde, après les États-Unis et la Chine. Officiellement, je n'ai pas le droit de dire quel pays menace le Japon. Mais personnellement, je suis inquiet des actions chinoises en mer de Chine méridionale. Et je suis aussi inquiet car la Corée du Nord développe des armes nucléaires et teste très régulièrement des missiles. En fait, il y a énormément de menaces contre la paix et l'harmonie dans la région. Cette région, c'est l'Asie-Pacifique. 40% du PIB mondial, 60% de la population. Une poudrière où les conflits se multiplient. Au cœur des tensions, la mer de Chine et le détroit de Taïwan. Une île que la Chine veut récupérer coûte que coûte. Un conflit à Taïwan pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. L'économie mondiale serait renvoyée 20 ans en arrière. Si les États-Unis et le Japon interviennent militairement pour tenter d'empêcher la réunification de la Chine, ils payeront le prix fort. Longtemps dominée par les États-Unis, la région Asie-Pacifique est bousculée par la montée en puissance de la Chine. Elle possède désormais la plus grande flotte de navires de guerre au monde, devant la marine américaine. Au large, les affrontements ont déjà commencé. Harcèlement des gardes-côtes, collisions entre bateaux, militarisation des récifs et pêcheurs transformés en paramilitaires.
Si vous voyez des bateaux qui ne pêchent pas et occupent des positions sur les routes maritimes, c'est qu'ils sont payés par notre gouvernement. Ce sont des pêcheurs, mais aussi des miliciens. Leur rôle n'est pas que de pêcher. Ils sont aussi là pour protéger la souveraineté chinoise. Les îles Chicha font partie de la Chine. Elles appartiennent à notre territoire inviolable et sacré. On ne laissera jamais aucun envahisseur s'emparer d'un seul grain de sable de cette île ou d'une seule goutte d'eau de cette mer. Si vous contrôlez la mer de Chine méridionale, vous contrôlez 3 domaines stratégiques. Les réserves en poissons, celles en hydrocarbures et le trafic maritime. C'est pour cela que cette zone est considérée comme le cœur des tensions mondiales. Ce conflit est une nouvelle guerre froide, avec d'un côté la Chine autoritaire de Xi Jinping, forte mais isolée. De l'autre, les États-Unis et leurs alliés démocratiques, qui multiplient les exercices militaires. Un conflit territorial, politique, économique et idéologique, avec le spectre d'une guerre nucléaire. Ce qui se joue, c'est la bataille pour la suprématie mondiale. Basés à Tahiti, ces militaires français sont en mission au Japon pour 3 semaines. All good? Ok. On est parti. Fais le tour avion. Ils mènent une opération de surveillance sous mandat des Nations Unies. À bord de ce Falcon, ils patrouillent au-dessus des mers, à la recherche de trafiquants. Puissance du Pacifique grâce à ses nombreux territoires d'outre-mer, la France entend bien exister dans cette zone stratégique. En pleine interview, nous sommes interrompus. Un avion de chasse suit notre appareil, une filature aérienne, la signature de Pékin. Pendant 1 heure, un temps record, le chasseur va narguer les Français, leur rappeler qu'ils ne sont pas chez eux. Le premier à l'avoir repéré, c'est le radariste qui a attrapé un Echo Air. On le suit en évolution. Donc là, il a une route parallèle à nous, à peu près 2 nautiques de marche. Voilà, donc c'est une escorte douce et souple, on va dire. Ben, on arrive à ressortir d'une image comme ça, avec un avion assez lointain, à du détail comme ceci, pour pouvoir faire identifier à notre cellule de renseignement par la suite, une fois qu'on aura transmis notre compte-rendu à l'état-major. Vous en êtes fiers de cette image? Ah oui, parce que c'est moi qui l'ai prise. Le Shenyang J-16, l'un des modèles les plus récents de l'armée chinoise. Parfois, les chasseurs chinois volent beaucoup plus près. En 2022, un avion canadien, lui aussi en surveillance pour l'ONU, harcelé par un appareil chinois, avait dû infléchir sa route pour éviter une collision. Ici, en pleine nuit, un chasseur chinois passe à 3 mètres d'un bombardier américain. Cette bataille pour le contrôle du ciel a lieu quasiment tous les jours au-dessus des mers d'Asie. Il n'y a pas de tir ou de missiles, pas d'affrontement. Il faut occuper le territoire, user psychologiquement l'adversaire. Les Français sont perturbés dans leur travail. Au large de la péninsule coréenne, ils cherchent des cargos étrangers, possiblement chinois, livrant des produits interdits à des bateaux nord-coréens. Suite aux sanctions de l'ONU, aucun pays, pas même la Chine, allié historique de Pyongyang, n'a le droit de fournir du pétrole, du charbon ou des armes à la Corée du Nord. Les Français n'interviennent pas, mais se contentent de prendre des photos. 123. Ok, confirmé. 58.9. Avion chinois. Ok. Ouais, et le deuxième, hein. Ok, confirmé, c'est bien l'accord du chinois. Pas d'infraction constatée ce jour-là. Mais la France, qui mène cette surveillance depuis 2018, a de nombreuses fois identifié des trafiquants contournant l'embargo. Le véritable objectif de la Chine, c'est d'étendre son territoire en mer. Selon le droit international, un pays contrôle les ressources maritimes jusqu'à 370 km de ses côtes. Mais Pékin revendique 90% de toute la mer de Chine méridionale. Et tant pis pour les petits pays voisins. Pour occuper cet immense territoire marin, la Chine dispose d'une arme, sa population. Ces touristes chinois sont des patriotes. Très vite, la croisière s'amuse, prend des couleurs politiques. Par leur présence dans ces eaux disputées avec le Vietnam,
Ces touristes veulent rappeler que la mer de Chine ne peut être que chinoise. Première étape, une île militarisée par l'armée chinoise. Depuis quelques années, les soldats de Xi Jinping occupent, transforment, bétonnent les nombreux récifs de la mer de Chine. Une colonisation militaire, avec pistes d'atterrissage, casernes et postes de surveillance. Coût de cette croisière nationaliste, à partir de 850 € par personne pour 4 jours. Seuls les Chinois sont autorisés. Et tous ont dû passer un test politique avant le départ. 13 heures après avoir quitté le sud de la Chine, les touristes arrivent sur un banc de sable inhabité. L'île de Quanfu, 2 hectares de sable, un petit paradis d'eau turquoise qui signifie beaucoup. Les îles Chicha font partie de la Chine. Elles appartiennent à notre territoire, inviolable et sacré. On ne laissera jamais aucun envahisseur s'emparer d'un seul grain de sable de cette île ou d'une seule goutte d'eau de cette mer. Maintenant, levez vos poings s'il vous plaît et jurez après moi. J'aime mon pays. J'aime les îles Chicha. Dans nos manuels à l'école, on m'a appris que ces îles ont une nature abondante. Je rêvais de venir ici. Ultime étape, une île habitée cette fois. Quelques dizaines de résidents, chinois évidemment. Le gouvernement les paye 6 € par jour pour vivre au moins 6 mois sur cet îlot, en pleine mer de Chine. Cette île appartient à la Chine. Il n'y a pas de discussion. C'est pour ça qu'on est là. On aime notre pays. On aime aussi nager. En fait, on veut nager dans ces îles qui sont à nous. Une armée, en tongs et maillot de bain. C'est une activité civile mais qui sert la stratégie militaire globale de la Chine. Son objectif de s'emparer de toute la mer de Chine méridionale. C'est important parce que lorsque vous prenez contrôle de récifs, vous contrôlez aussi le territoire maritime autour de ces récifs. Et donc aussi les réserves en poissons, le sous-sol marin et donc les éventuelles réserves en pétrole et gaz naturel. Or, la mer de Chine méridionale a été surnommée le futur Golfe Persique à cause de son énorme potentiel en hydrocarbures. Un trésor que la Chine ne compte pas laisser à d'autres. La stratégie de Pékin, dans cette guerre de territoire, c'est d'être partout dans les mers. Touristes, soldats, mais surtout pêcheurs. Nous nous rendons à Hainan, un immense port dans le sud de la Chine. La base arrière de tout le rayonnement de Pékin en mer de Chine. Des milliers de bateaux qui arborent le drapeau national, souvent plusieurs drapeaux par bateau. Nous prétendons être des touristes et filmons en caméra discrète. Nous sommes chinois, alors nous mettons notre drapeau chinois. Si on ne le met pas, ça ne va pas. Ces pêcheurs nous confirment qu'ils peuvent voyager à plus de 1000 km des côtes chinoises. C'est loin en mer où vous allez? Bon, pas si loin que ça. C'est proche des Philippines. Les Philippines? Alors ça n'appartient pas à la Chine? Bien sûr que si, ça appartient à la Chine. C'est le territoire chinois, pas philippin. Mais vous avez dit les Philippines? J'ai juste dit que c'était proche des Philippines. Ce sont des petits pays. Nous sommes un grand pays. À l'écart, nous rencontrons ce pêcheur plus bavard que les autres. Il navigue en mer depuis des années. Il va nous révéler un secret bien gardé par Pékin. Nous avons recours à une voix artificielle pour protéger son identité. Si vous voyez des bateaux qui ne pêchent pas et occupent des positions sur les routes maritimes, c'est qu'ils sont payés par notre gouvernement. Certains pêcheurs chinois ne pêcheraient donc même pas.
Il serait recruté à des fins politiques pour occuper ces eaux stratégiques revendiquées par la Chine. Ton bateau part en mer pour occuper le territoire. Tu dois rester là-bas 1 mois et tu reçois un salaire mensuel. Combien? Pour le capitaine, c'est environ de 1300 à 1500 euros. Pour les marins, c'est entre 750 et 900 euros. Ce ne sont pas des bateaux de pêche, mais des bateaux qui ont une autre mission, une mission officielle. Notre police maritime va les aider, leur permettre de stationner là-bas. Nous suivons ce pêcheur chez un ami. Nous voulons comprendre le rôle des gardes-côtes chinois, cette fameuse police maritime. Manny accuse la police chinoise d'affirmer sa puissance dans les eaux philippines. Quand il y a des problèmes avec les bateaux étrangers, est-ce que les gardes-côtes chinois les aident? Oui, les gardes-côtes qui sont courageux les aident. Et parfois même, ils n'hésitent pas à s'en prendre violemment aux bateaux étrangers. C'est comme une armée, une corporation. Ce sont des pêcheurs, mais ils sont au service du gouvernement. Donc on les appelle des miliciens. Ces miliciens, financés par les autorités chinoises, seraient impliqués dans de nombreux accidents en mer. Fin octobre 2023, 2 collisions se produisent en l'espace de 2 jours. Bateau chinois contre bateau philippin. Ce capitaine philippin a été victime d'une collision. C'était mon bateau à l'époque. Ici à l'arrière, le bateau chinois nous est rentré dedans. Une partie du bateau s'est détachée et a coulé. Un bateau aujourd'hui reconstruit. Les membres de l'équipage se sont mis à crier en pleine nuit. Je me suis réveillé et j'ai eu le temps de voir le bateau qui nous fonçait dessus. J'ai démarré le moteur, mais c'était trop tard. On a tous eu très peur. On a pensé qu'on allait tous mourir là-bas. La collision a eu lieu dans la zone économique exclusive philippine, à 140 km du rivage. Junel et ses 22 hommes ont finalement été sauvés par des pêcheurs vietnamiens. L'affaire a fait le tour du monde. Si c'était un accident, au moins ils auraient dû tenter de nous aider. Mais quand ils nous ont vu couler, j'ai eu l'impression qu'ils essayaient de nous rentrer dedans une 2e fois. Mais ils ont raté et ils sont partis au loin. Tout ça, c'est parce que les bateaux chinois sont de plus en plus nombreux dans la zone. Ils veulent nous faire peur pour qu'on n'aille plus pêcher là-bas. Quand je vois ce bateau, je me souviens de tout. Et j'ai peur que ça se reproduise. La collision était-elle vraiment intentionnelle? Pour la Chine, c'est un accident. Malgré la peur, Junel continue à aller pêcher dans ces eaux disputées, pour des durées de 3 semaines à 1 mois. Capitaine d'un nouveau bateau, il dirige une vingtaine de pêcheurs. Voici comment ces hommes travaillent au large des récifs disputés. À partir d'un bateau principal, ils utilisent ces pirogues. Des moyens rudimentaires face aux miliciens chinois. On fixe comme ça une petite pierre, puis on attache un appât à la pierre et on la jette à l'eau. Nos bateaux sont faits de bois, ce sont juste des planches de bois attachées ensemble avec des clous, mais c'est assez léger. Les bateaux chinois, eux, sont en acier et beaucoup plus gros. Ces eaux nous appartiennent, c'est à nous les Philippins. Pourquoi viennent-ils chez nous? Ils ont des coins à eux aussi.
Pour contrer les ambitions chinoises, les Philippines se sont rapprochées des États-Unis. Mais si une guerre éclate, elle risque d'avoir lieu beaucoup plus près des côtes chinoises, à Taïwan. La situation de ce petit État insulaire, au sud-est de l'immense Chine, pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Pour Pékin, Taïwan est une province chinoise et il faut la reconquérir.